L'idée du jour, formulée d'abord par un hashtag lancé en mars dernier, Paye ton auteur, suivi d'une pétition Pas d'auteur, pas de livre, qui a résonné lors des États généraux du livre organisés le 22 mai dernier à l'initiative du Conseil permanent des écrivains présidé par Pascal Horry. Un mouvement né du ras-le-bol des plumitifs pour qui il est devenu de plus en plus compliqué de vivre de sa plume. Écrivain, il dénonce les pratiques de l'édition, les à-côtés jamais rémunérés et s'inquiète surtout du nouveau régime social et fiscal qu'on leur prépare. La création, à quel prix? On en parle aujourd'hui avec le sociologue Pierre-Michel Menger, professeur au Collège de France, l'auteur de Portrait de l'artiste en travailleur, Métamorphose du capitalisme, un ouvrage important paru en 2003, auteur également du Travail créateur. Pour lui, la création artistique devrait être pensée comme un travail. On va en discuter. Apparaître prochainement, l'an prochain, le talent, économie et sociologie. Du talent, il en a, nous en avons peut-être. Bonjour à vous. Bonjour. Merci d'être avec nous, Pierre-Michel Menger. L'auteur et scénariste Benoît Peeters est surtout un auteur en colère. Souvent, j'entends des gens dire mais auteur, c'est pas un métier, il faut avoir un second métier, etc. Mais on ne se rend pas compte que pour beaucoup d'auteurs, moi j'ai écrit des biographies, mais un travail de bande dessinée, c'est les mêmes choses. Ça demande une assiduité énorme. Il n'y a pas que de la passion, il n'y a pas que du talent, il y a aussi ce temps passé. Et donc, on se rend compte que beaucoup d'auteurs sont aujourd'hui des professionnels précaires. Ils n'ont pas le temps d'avoir un autre métier et en même temps, ils n'arrivent pas à vivre du leur. Et face à ça, toutes les atteintes qu'il y a eu récemment au statut social, que ce soit l'épisode récent de la CSG, les incertitudes sur la GESA, la maison des auteurs, la question de la retraite qui est de plus en plus préoccupante avec l'augmentation brusque des prélèvements pour les auteurs alors que les résultats sont très incertains, tout cela fait que le métier d'auteur risque de devenir un métier impossible. Voilà, des témoignages, des vidéos mises en ligne en soutien au mouvement des auteurs en colère, dont celle de Benoît Peeters. Ils apportent leur voix pour raconter au quotidien comment se passe leur vie, comment on les perçoit, ce que c'est qu'être auteur aujourd'hui en France. Auteur, recherche, statut désespérément. On pourrait résumer cette situation par cette formule, Pierre-Michel Menger. Écrire, c'est un métier. Pourquoi cette réalité reste si difficile à comprendre, à accepter en France, où pourtant la figure de l'auteur bénéficie d'un vrai prestige, reste assez sacré dans les imaginaires? Il y a toujours un aspect structurel aux problèmes qui sont évoqués et des aspects conjoncturels. L'aspect structurel, qui figure d'ailleurs dans des déclarations que j'ai vues de la part des auteurs impliqués dans le Conseil permanent des écrivains, etc., ce sont des métiers incertains. D'une certaine manière, il faut pouvoir se surestimer à l'origine pour affronter des métiers dans lesquels la loi de base, c'est 20% des gens raflent 80% des revenus. C'est une donnée à peu près constante. Donc, ça veut dire énormément d'inégalités internes, mais c'est un métier dans lequel on n'entre pas avec des diplômes, un filtre préalable, des barrières à l'entrée, des choses comme ça. On y entre en partie en se découvrant soi-même, pour savoir de quelle capacité on est doté ou pas et comment on peut orienter son travail. Donc c'est un métier en outre extraordinairement attractif parce que il contient des propriétés qui sont essentielles dans ce qui est un acte de travail, donner du sens à son activité, avoir suffisamment de variété dans le travail, pouvoir se développer en quelque sorte par l'acte de travail et signer en quelque sorte son acte de travail. C'est une caractéristique extraordinairement rare dans les actes de travail quotidiens ou habituels. Signer son acte de travail, le revendiquer, s'en déclarer responsable, tout ça fait partie des mécanismes de l'attractivité de ces métiers. Et par ailleurs, les éditeurs ou l'industrie culturelle ou les industries créatives, comme on les appelle aujourd'hui, ont besoin d'une variété optimale d'écrivains, d'artistes sur lesquels ils vont faire des essais et tenter de construire ou non des carrières. Donc il y a la rencontre de deux choses. D'un côté, des individus, des écrivains, des artistes qui veulent s'engager, et parce que c'est un métier attirant, il est en outre formidablement
articulé à un patrimoine illustre, etc., etc. Donc le passé ne passe jamais, d'une certaine manière, dans les arts. Et il est là, il soutient tout. Et de l'autre côté, on a ce que j'appelle la surproduction comme un mécanisme de gestion de l'incertitude sur le succès possible. Donc si vous réunissez les deux mécanismes, vous avez affaire à quelque chose qui est structurellement déséquilibré. La surproduction. La surproduction, c'est-à-dire 700 romans. L'abondance. La surabondance, l'abondance, 700 romans à la rentrée littéraire ou 600, évidemment, pour combien 20, 30 qui vont être à peu près équilibrés en termes financiers pour les éditeurs. C'est pas un système organisé, mais c'est un système c'est une réalité qui en arrange certains. Non, c'est que chacun a son petit levier. Chaque éditeur se dit je vais tenter ma chance et chaque auteur se dit aussi je vais tenter ma chance. Il n'y a pas de grande machine statutaire qui distribuerait les positions des uns et des autres dans ce jeu. C'est un jeu qui est extrêmement ouvert et évidemment, il y a deux solutions. Donc la première, c'est comment est-ce que je vais affronter cette incertitude? Comment est-ce que je peux m'équiper pour apprendre à me débrouiller dans un système qui est effectivement de grande compétition, mais aussi à un certain niveau de solidarité, parce que tout le monde affronte cette épreuve de la même manière. Donc il faut une couche de solidarité, et puis par ailleurs, il y a une couche de compétition entre tout le monde pour essayer de trouver une solution. Et un des mécanismes qui, évidemment, joue un rôle clé, c'est cette espèce de socle de droit qui permet, en quelque sorte, au minimum, de résoudre l'équation impossible de s'en sortir dans un horizon extraordinairement incertain de réussite. Et ces droits, c'est des droits sociaux. Évidemment, on entre, la révolte ou les protestations que vous avez citées sont liées à des détails qui apparemment n'ont rien à voir avec le grand exercice de l'acte créateur et de l'invention créatrice. S'occuper de fiscalité, s'occuper de la CSG, vous voyez qu'on descend très profond dans la machinerie. Et vous avez absolument raison de citer aussi un argument clé qui est celui de la retraite. Je l'ai étudié pour les artistes avec un de mes doctorants qui est maintenant enseignant à Amiens. Vincent Cardon a fait un magnifique travail sur le piège extraordinaire que représentent des métiers où la préférence pour le présent, c'est-à-dire l'acte immédiat de travail et la décomposition du travail en activité par projet, éloigne en quelque sorte la préoccupation du futur et ne permet pas d'enclencher des mécanismes stables et efficaces de gestion sur la durée et au-delà du temps d'activité de sa retraite. Et on a ça c'est une bombe à retardement qui existe. On a montré, Vincent Cardon avait montré que les retraites diminuaient, que l'appel à des mécanismes compensateurs comme ce qu'on appelle le minimum contributif, qui permet de corriger les retraites qui sont avec beaucoup d'intervalles de non-travail, de sous-emploi, ce minimum contributif montait progressivement en charge et la retraite pure, en quelque sorte, diminuait. Et c'est une crise des ciseaux. Avant de donner juste la parole à Antoine Mercier, un petit point sur le statut de l'auteur aujourd'hui, en tout cas sa rémunération. L'écrivain touche 1-2 euros sur un livre vendu. Il va être rémunéré par qui? Par sa maison d'édition? Il a 2 ou 3 sources de revenus directs ou indirects liés à son acte de travail créateur. Les droits d'auteur Il principalement. a le droit d'auteur, il a les droits dits de reprographie, les droits de prêt, qui sont gérés par des sociétés collectives d'ailleurs. Le droit d'auteur a toujours été géré par les maisons d'édition individuellement, alors que dans la plupart des autres métiers artistiques, ce sont des organisations collectives qui sont tenues à réagir à des crises, des controverses, et à introduire autant de transparence que possible dans la relation, parce que chacun est organisé collectivement des deux côtés, l'organisation gestionnaire et les collectifs d'auteurs et les ensembles d'artistes. Mais là, on a toujours une relation individuelle. Et les écrivains ne sont pas intermittents du spectacle comme les autres artistes. C'est-à-dire, pendant que je réfléchis à la prochaine idée de mon livre, je ne peux pas bénéficier d'une certaine protection. Ils sont indépendants, mais ils peuvent, et c'est ça qui était discuté par Benoît Peters, ils peuvent évidemment recourir à une gamme de métiers latéraux. On a pu les analyser, ces métiers-là. Est-ce que ce sont des métiers qui restent encore dans l'orbite
du métier d'écrivain ou d'auteur, ou bien est-ce que ce sont des métiers qui sont complètement différents? À New York, un comédien est serveur de restaurant, très souvent, il n'est pas intermittent du spectacle, mais des écrivains sont souvent journalistes, ou bien chroniqueurs, ou bien ont des métiers latéraux. Ou professeur, on recevait dans la première partie de l'émission l'écrivain irlandais américain Colum McCann qui donne des cours de creative writing. Les poètes sont incroyablement nombreux à être professeurs. Un poète ne touche quasiment rien de sa plume de poète, et il met ses poèmes maintenant sur Internet directement. Et donc ça fait... Alors tout ça j'appelle ça un portefeuille d'activités. C'est-à-dire, vous pouvez, les gens apprennent à composer des systèmes de ressources. Évidemment, c'est sous contrainte, et ça, c'est pas très simple. Si vous tirez le diable par la queue, ça veut dire que vous êtes obligé de choisir en permanence des boulots qui sont pas très intéressants pour soutenir votre travail de vocation qui, lui, est très incertain. Et ce système peut durer un certain temps, mais c'est vrai qu'il est très tendu. Et il est d'autant plus tendu qu'on descend dans la hiérarchie des réussites, évidemment. Antoine Mercier. Oui, à vous entendre, là, j'ai l'impression que vous proposez un habillage gestionnaire à une activité qui, par définition, ne l'est pas, et précisément vise à se mettre un petit peu en marge, on va dire, de tout ce qui peut se faire dans justement la société. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction fondamentale dans cette démarche? Et est-ce que vous auriez proposé ce statut d'auteur, ou avec une gestion de la retraite à Gustave Flaubert, par exemple? Est-ce que vous pensez qu'il vous aurait accueilli à bras ouverts? Mais ça n'est pas moi qui ai inventé une sorte de gestion des acquis que les artistes ou les auteurs revendiquaient. C'est que progressivement, dans la construction des États-providence, les auteurs, les écrivains ont dit « Hello, nous sommes là, et nous sommes aussi des travailleurs ». Dans les années 30, se sont constitués des collectifs qui ont dit les intellectuels sont des travailleurs, et voilà. Et donc tout le monde est entré dans ces jeux-là. Et c'est vrai qu'une partie des politiques culturelles a consisté à augmenter la protection sociale des artistes en la taillant sur mesure, en quelque sorte, sur des positions et des métiers extrêmement difficiles à calibrer précisément, parce qu'il y a beaucoup de variétés de situations. Et donc, comment organiser ça? C'est une collection de dispositifs auxquels les auteurs eux-mêmes sont extraordinairement attentifs. Quand ils vont protester pour dire « nous voulons que la CSG ne nous atteigne pas », ça n'est pas moi qui l'ai inventé, c'est eux, parce qu'ils savent que la vie est faite comme ça, et qu'il faut bien vivre de cette manière. Et quand ils ne s'occupent pas, ou quand ils commencent à s'occuper de leur retraite, croyez-moi, ça n'est plus s'occuper de l'acte instantané de création sur lequel je me bats tous les jours pour essayer d'écrire ce qui est le plus extraordinaire possible et le plus satisfaisant possible pour moi, mais ça veut dire je dois penser à quelque chose d'autre que mon immédiat, qui n'est plus exactement mon travail créateur. Comment concilier quand même ce travail créateur qui est précisément quelque chose qui dépasse les préoccupations de la société, de la collectivité au moment où on est, et qui a une ambition particulière par rapport à une transformation du monde, et s'occuper de sa retraite. Il y a quelque chose qui pose un problème pour un certain nombre d'auteurs, en tout cas. Mais vous savez, quand vous avez cité Flaubert tout à l'heure, c'est au 19e siècle qu'on a inventé l'idée que l'artiste est un travailleur, qu'il passe du temps à écrire, que c'est un labeur, qu'il détruit, qu'il reconstruit, qu'il révise. Victor Hugo a déposé des malles de manuscrits et d'œuvres corrigées, inachevées, révisées à la Bibliothèque nationale pour le futur. Balzac a transformé son œuvre en précisant beaucoup et en montrant beaucoup l'intensité de labeur qu'il y a derrière. Roland Barthes avait écrit des choses magnifiques là-dessus pour dire l'artiste essaie d'inventer une éthique du travail, pour dire nous ne sommes pas des farfelus foudroyés par l'inspiration, nous avons besoin de travailler pour nous approprier ce contenu fragile qu'est l'inspiration. Et c'est de là qu'est partie le romantisme était à la fois celui qui déclenchait la culture de l'originalité, de la différence maximale, et en même temps celui qui inventait l'idée du travailleur, le paradoxe suprême de tout ça, et ça c'est incroyable, c'est que vous avez des actes de travail qui peuvent vous prendre des années et qui n'auront aucun succès, et des actes de travail qui vous prennent 3 semaines et qui peuvent avoir un succès fou.
Et voilà. Et si vous avez en outre une machinerie industrielle derrière, bon, je ne vais pas jeter la pierre à ces romanciers qui font étalage de leur succès. Et maintenant, les médias sont absolument émerveillés de savoir que entre Guillaume Musso, Marc Lévy, etc., il y a une compétition pour le succès. Ça y est, Marc Lévy a pris la tête. Mais là, ça donne des meilleures ventes. La retraite est assurée là. Il nous faudrait une nouvelle analyse de l'industrialisation de la culture de ce type-là, parce que on oublie chaque fois qu'il y a des mécanismes très profonds de marketing, de construction, voilà, des logiques de du choses. succès, finalement. Bien sûr. Qui sont Et évidemment, quand on entend ça, comment voulez-vous mettre dans le même monde des gens comme ça et ceux qui vont protester pour dire moi ma CSG. C'est ça la complexité énorme du système et la variété énorme des situations. En termes de qualité, peut-être que ça sera exactement l'inverse. Et c'est le fameux qui perd gagne des romantiques, c'est-à-dire celui qui gagne aujourd'hui perdra dans le futur. Peut-être que Guillaume Musso n'existera plus du tout le jour où il aura perdu ses 2 éditeurs, etc. Mais peut-être que quelqu'un qui aura tiré le diable par la queue et qui aura construit lentement une carrière... Ouais, dans 2 siècles ou 3, voilà. Oui, c'est sûr. Mais il vaudrait mieux que ça arrive avant, ça c'est sûr. Ce grand écart, ce paradoxe, Pierre-Michel Menger, ce romantisme, on le retrouve aujourd'hui encore dans les discours. Étonnamment, il n'est pas transformé en acte. Je vous propose d'abord d'entendre le discours. Celui qui véhicule n'est pas celui qui crée. Celui qui propage n'est pas celui qui écrit. Celui qui permet de partager encore plus largement ce qui est une chance immense n'est pas celui qui imagine. Et donc oui, les auteurs, ceux qui ont, au sens étymologique du terme, la véritable autorité dans ce système, ce sont ceux qui inventent, ceux qui traduisent, ceux qui font et portent un peu de cette civilisation que ces nouveaux usages nous permettent de propager. Vous avez chacune et chacun vos univers, mais c'est cela qui a une valeur. C'est cela ce que un jeune Allemand, une jeune Française vient chercher. Et donc, nous protégerons, dans les débats européens d'aujourd'hui et de demain, la part qui est due aux auteurs, les droits des auteurs, des traducteurs, des journalistes, de celles et ceux qui expriment une conscience. Alors c'est vrai que quand on entend le président Emmanuel Macron à la foire du livre de Francfort, on n'arrive pas à comprendre pourquoi après, quand on parle CSG, formation professionnelle, retraite, les auteurs semblent être les grands oubliés à chaque fois de cette réforme. Est-ce que c'est volontaire ou pas, conscient ou pas de la part des pouvoirs publics? Quelle est cette part due qu'évoque Emmanuel Macron? Comment est-ce qu'on pourrait la matérialiser ou en tout cas la cerner? Il y a évidemment un décalage entre le statut symbolique des artistes, des auteurs, des créateurs, qui est une étoile qui scintille beaucoup en France, ailleurs aussi bien sûr, mais à laquelle la France a un attachement considérable. La France a une culture de son patrimoine et de ses arts qui est très importante. Mais ensuite, il y a toute la machinerie de la protection sociale, des dispositifs fiscaux. Et la question est de savoir jusqu'à quel point on va découper pour chaque catégorie d'actifs les mécanismes. Et un des projets qui avait été lancé pendant le débat électoral de la présidentielle, c'était par Emmanuel Macron, c'était cette fameuse protection ou régime d'assurance chômage étendu aux indépendants. Ce qui se révèle extrêmement difficile pour beaucoup de raisons qu'on n'a pas le temps de discuter, mais il était évident que les écrivains, par exemple, qui sont à 70%, c'est la deuxième population d'artistes la plus indépendante après les plasticiens et les artisans d'art. Ils sont à 70% indépendants. Donc, ils sont directement confrontés à une gestion personnelle de leur système d'activité et de leur réglage des droits qu'ils doivent prendre en charge. Ils sont en quelque sorte des entrepreneurs de leur vocation créatrice. Et évidemment, cette mesure qui aurait pu être mise en œuvre si elle avait pu déclencher un consensus parmi les organisations syndicales et patronales, encore fallait-il qu'il y ait en face des écrivains
également des organisations patronales, elle n'a pas été mise en œuvre de cette manière-là. Elle a été progressivement abaissée dans ses ambitions considérablement. Et une des revendications classiques qu'ont les auteurs, c'est de se dire, nous ne sommes pas tellement différents des salariés si particuliers que sont les artistes du spectacle. Pourquoi est-ce qu'on ne fusionnerait pas tout ça ? Évidemment, c'est un problème qui a des conséquences multiples. Le système des 10 intermittents du spectacle n'est pas non plus un système équilibré. Donc, est-ce qu'on va simplement découpler le déséquilibre, ou bien est-ce qu'on va inventer autre chose ? Mais pour qu'on puisse inventer autre chose, il faut qu'il y ait une idée des interlocuteurs qui représentent la part patronale, entre guillemets. Or, les éditeurs ne sont pas organisés de cette manière-là. Les contacts et les relations restent des transactions bilatérales. Et ça reste le problème. Mais il y a un choc maintenant qui est beaucoup plus sévère et qui peut-être touchera progressivement aussi massivement les auteurs. C'est le choc des plateformes numériques, évidemment. Qui est débattu aussi à Bruxelles aujourd'hui. Et vous voyez à quel point le débat réactualise des débats très anciens. Dans les années 1820-1830, c'était la guerre entre Proudhon et Lamartine. Proudhon disait « la propriété, c'est le vol, je ne veux pas du droit d'auteur. Les idées appartiennent à tout le monde, on ne fait que recombiner des choses qui existent pour inventer. Et donc, pas la peine de droit d'auteur. » Et Lamartine dit « non, il faut protéger le droit d'auteur, c'est la condition de la viabilité de la création, etc. etc. » Aujourd'hui, les choses se rejouent un peu, pas exactement de ces termes, mais se rejouent à nouveau. Les plateformes disent la liberté, le prélèvement, le consommateur peut tout s'approprier, le logiciel libre, etc. Vive la liberté. Et de l'autre côté, les sociétés d'auteurs et les auteurs, derrière elles, disent mais non, le travail mérite rémunération et l'utilisation du travail mérite rémunération. Et chaque fois, dans des chocs technologiques majeurs, s'introduit à nouveau la question de quel est le système viable de rémunération du travail et de tous les succédanés du travail. Et quel est le compromis qui a été trouvé à la fin du mois de mai sur cette question par les 28 ? Le compromis est plutôt offensif, de dire nous allons, notamment dans un des fameux articles, l'article 13, dit si une plateforme utilise des contenus qui sont protégés par le droit d'auteur, elle doit s'assurer des conditions de rémunération de ce droit par les plateformes. Sinon, il faut bloquer. Et il faut donc des dispositifs pour bloquer complètement le jeu et interdire l'utilisation presque pirate, en quelque sorte, des contenus. Et ça, c'était une décision qui a été saluée par les sociétés d'auteurs, mais qui a été immédiatement critiquée par les pirates, comme on les appelle, ou les apôtres d'une vision plus anarchiste ou plus libertaire de la création. Donc vous voyez, on peut avoir des alliances très curieuses ou des conflits très curieux entre les libertaires qui diront restons insoumis, et insoumission à tout, y compris à la propriété qui est du vol. Et de l'autre côté, nous serons peut-être favorables à la liberté de la création, mais les choses ne sont pas équilibrées du tout de ce point de vue-là. Vous dites que c'est parti du 19e, mais on peut dire qu'avant, le droit d'auteur était quand même pas si bien défini que ça. Non, il a été inventé à la Révolution française. Voilà, c'est ça. Donc c'est la loi Le Chapelier. Ouais. Enfin, c'est un des grands résultats de la Révolution française. Donc l'émancipation des écrivains, elle est liée à ça. Elle est liée à des mécanismes très très précis de protection et de viabilité du travail. Ce qui n'est pas, en quelque sorte, assurable, c'est le risque que prend un artiste quand il s'engage dans une activité dans laquelle il n'est pas certain de réussir. Et c'était très bien dit par les personnes qui étaient interviewées dans l'Humanité, les écrivains, qui disaient l'incertitude est une variable cardinale. Parce que l'incertitude, c'est aussi la capacité d'innover. Si vous savez d'avance ce qui va arriver, c'est l'algorithme qui fera le travail. Et alors, est-ce qu'il y a danger sur la connaissance aujourd'hui et sur la création, à vos yeux, Pierre-Michel Menger, par cette précarité ou cette précarisation des métiers, du métier ? Le danger, il est structurel, mais il est conjoncturel parce qu'il se nourrit en permanence de déplacement. Le déplacement des règles, le déplacement des technologies,
des plateformes, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi les tentatives de réduire l'incertitude sur le succès. Les industries culturelles passent leur temps à actionner d'un côté l'incertitude pour dire nous voulons innover, et de l'autre, dès qu'elles repèrent quelqu'un, elles disent nous allons réduire et exploiter à fond le filon. Et j'ai cité des noms tout à l'heure, il n'y a qu'à penser à cela, et c'est permanent. Cette histoire-là est permanente. Et les moyens de faire sont de plus en plus importants. C'est-à-dire que la contagion virale des réputations à travers les plateformes vous donne aujourd'hui des leviers d'action considérables. Au point qu'une partie du jeu de la création s'est déplacée vers les youtubeurs, etc. Il y a des jeunes sociologues qui étudient ça, qui montrent à quel point ces mondes sont extraordinairement organisés et sont peut-être, d'une certaine manière, ils sont en décalage avec les débats assez classiques des écrivains parce qu'ils veulent jouer de toutes les opportunités. Mais au bout du compte, il y aura aussi beaucoup d'appelés et très peu d'élus. Mais ils auront fonctionné dans un autre système de repères technologique, de marketing, de marché. Tout ça, eux, ils en parlent comme ça, tranquillement. Les écrivains gardent quand même une équation très particulière de le temps, la solitude du travail et une organisation collective qui doit être articulée à des propriétés de leur activité qui sont à la fois très singulières, mais qui les exposent tous à des risques à court, à moyen et à long terme. L'enjeu, il est économique, il est sociologique ou il est démocratique aujourd'hui pour vous, Pierre-Michel Menger? Oh, on peut dire qu'il est de ces trois ordres-là, parce que Saint-Simon avait dit, Henri de Saint-Simon avait dit les trois piliers de la société moderne. Il a écrit ça dans les années 1800. Les trois piliers de la société moderne sont le savant, l'artiste et l'ingénieur. Voilà, on peut dire que ce problème-là se repose et que la société de la connaissance remet en jeu. Ce sont des activités qui sont très, très particulières parce que il faut accepter un certain niveau de risque, il faut se donner à fond dans une activité où on n'est pas certain du tout de réussir, et en même temps où on peut obtenir des gratifications qui sont extraordinaires et qui ne sont pas forcément voulues d'avance. La motivation intrinsèque, c'est le meilleur conseiller de l'artiste. Celui qui veut viser le succès à tout prix, il a beaucoup de chances d'échouer, ou alors il a un bon éditeur qui fera croire qu'il a déjà atteint le numéro 1 des ventes avant même d'avoir sorti le bouquin. Un grand merci à vous, Pierre-Michel Menger. Je rappelle le titre de votre dernier ouvrage, l'un des principaux, Le travail créateur, sous-titre S'accomplir dans l'incertain. Et on vous recevra très prochainement, l'année prochaine, j'espère, pour Le talent, économie et sociologie. Cet ouvrage, cette question du talent sur laquelle vous travaillez depuis un moment au Collège de France et qui fera donc bientôt essai.